Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. L'un de nos intervenants a un petit peu de mal à se connecter, donc on va patienter. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire en partenariat donc, avec la CPME, l'APEC et Indeed sur un sujet qui vous tient tous à cœur et qui est certainement au cœur de vos préoccupations autour de la pénurie de talent et de l'optimisation de vos pratiques de recrutement. Modestement, Marie-André et moi-même, Marie-André que je laisserai se présenter après, essaierons de vous partager d'abord quelques infos sur le marché pour comprendre un petit peu l'ampleur du phénomène. Et puis ici et là, des bonnes pratiques dont vous pouvez vous inspirer. Et je pense qu'une mesure du succès de ce webinaire sera que si la prochaine fois que vous mettez en ligne une offre d'emploi ou que vous recevez un futur collaborateur ou une future collaboratrice en entretien, bah, vous vous posez les questions différemment. Je pense que ce webinaire aura été en partie un succès. Je vais peut-être, Marie-André, vous laisser vous présenter et puis je me représenterai après, le temps qu'Éric se connecte et qu'il puisse lui aussi peut-être dire un petit mot d'accueil. Ça marche. Merci Thibaut. Donc Marie-André Joulin, je suis consultante relations entreprises à l'APEC. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Alors moi, je suis basée en Pays de la Loire, hein, mais peu importe, j'interviens bien au niveau national. Euh, L'APEC, c'est donc l'Association pour l'emploi des cadres. Nous avons trois grands types de services, hein. Nous accompagnons les entreprises dans leur recrutement et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, c'est mon quotidien. Nous accompagnons les cadres et les jeunes diplômés également dans leur recherche d'emploi, qu'ils soient en activité ou pas. Et nous avons également des études qui nous permettent d'avoir des informations, un éclairage sur le marché de l'emploi des cadres. Donc voilà les trois grandes missions sur lesquelles nous sommes à l'APEC. Je rappelle juste une chose, c'est que toutes les entreprises cotisent à l'APEC. Nos services sont donc gratuits pour tous les adhérents de la CPME. Merci beaucoup, Marie-André. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Thibaut. Donc, je travaille pour Indeed. En quelques mots, Indeed, c'est quoi? Indeed, c'est le premier site d'emploi dans le monde. En France, c'est le deuxième site le plus visité en termes d'emploi, avec près de 7 millions de personnes qui consultent Indeed tous les mois. Mon travail au sein d'Indeed, donc je suis avec nos équipes marketing, c'est deux choses. D'abord, c'est de parler d'Indeed, et ça sera l'occasion de manière subtile aujourd'hui de vous en parler, mais c'est aussi à l'aide de nos données, dont on est assez riche, de vous partager un petit peu les tendances, à la fois côté employeur, avec le volume d'offres, etc., mais aussi côté candidat, qu'on arrive à collecter pas mal de données sur leur comportement. Et vous verrez aujourd'hui qu'il y a une vraie complémentarité entre les éclairages de l'APEC et ceux d'Indeed en ce qui nous concerne. Alors, je me permets peut-être, et je suis désolé, Éric Chevet n'a pas l'air d'être présent avec nous. Donc, je pense on va se lancer. Euh, Oui, peut-être go. ça va être un jeu entre Marie-André et moi-même de partage d'informations. Et on va essayer de partir du plus haut possible, c'est-à-dire de l'état du marché. Et puis ensuite, on va tout doucement aller tout au long du parcours candidat en essayant encore une fois d'être le plus pratique, même s'il y a un petit peu de théorie aussi pour que ça fonctionne. Et puis, je pense qu'à l'issue, donc on est là ensemble pour 1 heure, et je pense qu'à l'issue de notre présentation, on aura du temps aussi pour des questions-réponses. Je précise que ce webinaire est enregistré, donc je pense qu'il sera aussi partagé après. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Marie-André et moi-même, on se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure si c'est opportun, et sinon de garder ça pour la fin de la Pour session. la fin. Mais effectivement, vous avez la zone discussion de webinaire et puis vous avez une zone questions-réponses où vous pouvez déposer votre question, ce qui permet de pas les mélanger aux discussions si jamais il y en avait beaucoup. Exactement. Voilà. Eh ben Marie-André, écoute, oui, je propose de vous lancer. C'est moi qui ça passe le chat. marche. Il ne faut pas hésiter à me dire de passer les diapos. Ok. Donc là, je présente en fait ce qu'Éric Chevet avait prévu de nous présenter, hein. C'est une étude de la CPME qui nous rappelle que 66% des chefs d'entreprise qui ont augmenté
ayant au moins un salarié ont augmenté les salaires de manière collective et ou individuelle depuis le premier trimestre 2023. Donc là, ce chiffre-là, 66% en fait des chefs d'entreprise qui ont pratiqué une augmentation de salaire, ça permet aussi à chacun de se situer par rapport à ça, de se dire où est-ce qu'on en est. Et puis la deuxième chose, c'est que 87% des dirigeants qui cherchent actuellement à recruter éprouvent des difficultés dans le processus. Donc ça, c'est une étude CPME que je viendrai éclairer tout à l'heure d'ailleurs avec un chiffre à PEC également. Donc on voit qu'on a à la fois un levier clairement sur le recrutement, c'est la rémunération, on le sait, hein, c'est un des premiers facteurs que regardent les candidats quand ils doivent changer d'emploi ou quand ils sont en recherche d'opportunités. Et puis on a à la fois des dirigeants qui déclarent être vraiment en difficulté dans le process de recrutement. Alors les raisons, on les connaît, il y a ce que j'appelle des causes externes, c'est-à-dire voilà, pénurie de certaines compétences, hein, effectivement, mais il y a aussi des causes internes qui peuvent être liées à l'attractivité de nos métiers, de notre secteur d'activité, de notre localisation géographique. Voilà, on peut être sur un territoire où il y a de la concurrence employeur. Et donc, on voit que malheureusement, les dirigeants se sont habitués à avoir certaines difficultés de recrutement là, depuis ces dernières années. Merci, merci Marie-André. Alors, moi, je vais repartir de tout en haut pour, alors d'abord, vous partager un chiffre que normalement vous connaissez tous, qui sont les 7,2. C'est le taux de chômage. Alors, avant, il était communiqué tous les mois. Maintenant, on les communiquait plutôt tous les trimestres, qui est relativement stable hein, depuis le début de l'année et qui est en baisse assez forte depuis l'après-Covid. Donc, on est sur l'un des taux les plus bas jamais connus en France. Accessoirement, on est peut-être en train de se rendre compte que voilà, le plein emploi à la française se situerait autour de 6,5, etc. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement réjouissant. Mais en tout cas, déjà, c'est un premier indicateur de tension, hein. Forcément, lorsque le taux de chômage est bas, ça veut dire aussi que le volume de candidats disponibles, bah, il a diminué aussi, puisque les gens sont en activité, ils ont une occupation, ils sont en poste quelque part. Même s'il reste évidemment encore beaucoup de travail et qu'il y a encore une grande partie de la population active qui est en recherche d'emploi et qui n'a pas d'activité. Donc, ce qui est aussi évidemment un pool de talents disponibles, mais en tout cas, c'est un premier indicateur de tension. Un autre indicateur, et celui-là, il est d'Indeed, et on l'observe et on le publie maintenant très régulièrement depuis le Covid. Ce que vous voyez, je vais essayer de vulgariser un peu ce graphique sur la droite. C'est le volume d'offres d'emploi sur Indeed indexé en base 100 à février 2020. D'accord. Donc, on part du principe qu'il y avait 100 offres d'emploi sur Indeed en février 2020. Et puis, on voit ce qui s'est passé, et c'est peut-être le cas dans vos entreprises, les uns et les autres. D'abord, il y a eu une baisse assez forte du volume d'offres d'emploi. Donc, on a arrêté les recrutements, dépendant du secteur d'activité. Et puis ensuite, il y a eu une remontée très longue, mais assez certaine, jusqu'au milieu de l'année 2021, où on avait enfin retrouvé un volume d'offres d'emploi qui était celui de février 2020. D'accord. Et puis, ça a continué à grimper, et c'est bien pour ça qu'on parle encore de pénurie de talents, pour aujourd'hui être un peu sur un plateau. Mais on est aujourd'hui à plus 62% d'offres d'emploi supplémentaires par rapport à février 2020. Donc, si on considère que février 2020 était le dernier moment où le marché du recrutement était normal, je mets beaucoup de guillemets à ce mot normal, aujourd'hui, on est à plus de 60% d'offres d'emploi supplémentaires. Dit autrement, ça veut dire qu'un candidat ou une candidate, et c'est probablement vrai aussi sur d'autres supports, y compris l'APEC, bah, il voyait 10 offres d'emploi en février 2020. Aujourd'hui, il a potentiellement à sa disposition 16 ou 17 offres à regarder. D'accord. Donc, le choix est résolument du côté du candidat. Il y a beaucoup de phrases un peu toutes faites qu'on entend. Nous, on dit beaucoup qu'on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction, et on essaiera d'élaborer sur le sujet. Mais très, très clairement, si vous trouvez que c'est plus compliqué de recruter maintenant qu'en 2019, c'est absolument normal, et ces chiffres le prouvent. Voilà. L'objectif n'est pas de vous déprimer hein, quand on vous montre ça, c'est plutôt de mettre des chiffres sur ce que vous vivez au quotidien, et voilà, d'ancrer ça dans une réalité bien chiffrée. Marie-André va vous en dire un peu plus, cette fois-ci sur le marché des cadres, puisque là, je vous ai présenté toutes les offres d'emploi, tout type de contrat confondu, tout Voilà. type de métier ou de secteur d'activité confondu.
Tout statut. Alors effectivement, on sort en fait chaque trimestre un baromètre de l'emploi des cadres pour le trimestre à venir. Là, je vous donne les résultats qui sont parus sur le troisième trimestre, hein. Alors c'est vrai que au deuxième trimestre, la croissance française a plutôt résisté puisqu'on était à plus 0,5%, soutenu par l'investissement. L'investissement, c'est une donnée qu'on regarde beaucoup en fait à l'APEC, hein, où on s'intéresse vraiment à l'emploi cadre parce que c'est l'investissement qui porte l'emploi cadre. Donc l'investissement, lui, il a rebondi aussi au deuxième trimestre, hein, il est à plus 0,7%. Et donc même si effectivement la consommation des ménages a reculé, elle suscite quelques inquiétudes, pour autant, ce que l'on voit, c'est que sur l'emploi cadre, la confiance des entreprises reste assez élevée et les intentions de recrutement se maintiennent globalement. Donc on voit que 18% des PME et 8% des TPE prévoient de recruter au moins un cadre au troisième trimestre 2023. Ça, c'est une question que l'on pose donc tous les trimestres à notre panel d'entreprises. Prévoyez-vous, oui ou non, de recruter au moins un cadre au prochain trimestre? Ça ne nous donne pas comme information combien ils prévoient de recruter, mais en tout cas au moins un. Donc ça, c'est une chose. Et puis, alors, il manque une petite explication. Voilà, merci. Et puis, autre chiffre intéressant également, donc là aussi, hein, on s'intéresse à la difficulté que les entreprises peuvent avoir à recruter des cadres. Et là, on est complètement raccord avec l'étude Indeed. 76% des entreprises prévoyant d'embaucher des cadres anticipent des difficultés de recrutement. Ça reste un niveau élevé, même si effectivement, on voit qu'on est à moins 8 points par rapport au trimestre précédent. Donc, on commence à sentir hein, ce frémissement. Cette légère baisse, mais on est vraiment sur des ratios de recrutement qui sont encore très très forts et qui expliquent hein, les difficultés que l'on rencontre. Petite précision que j'ai pas affichée là, mais que je voulais vous donner, c'est que euh, on interroge aussi hein, côté cadre, on interroge les cadres sur leurs intentions de mobilité et notamment leurs intentions de mobilité externe. Et ce baromètre là, du troisième trimestre nous indique que la majorité des cadres se déclarent en recherche d'actifs d'un nouveau poste, c'est-à-dire qu'ils sont 59% à dire qu'ils sont en recherche active d'un nouveau poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, hein, l'idée, c'est pas de s'alarmer, mais c'est simplement de se dire que le premier recrutement qu'on fait quelque part, c'est aussi la question de la fidélisation, c'est-à-dire comment on recrute en interne, quels sont les collaborateurs qui ont envie de bouger, et est-ce que effectivement on est au clair avec ceux qui ont envie de bouger, qui sont prêts à relever peut-être des postes que vous avez à pourvoir. Donc, quand on voit que presque 60% des cadres sont ouverts aux opportunités, je pense qu'il y a matière à aller vers eux et à voir un petit peu si ces opportunités actuelles peuvent les intéresser. Ça permet de fidéliser. Voilà. Absolument. Fidéliser, c'est un recrutement qu'on ne fait pas, hein. En tout cas, Exactement. on va le faire par ricochet peut-être au final, mais en tout cas, voilà, il y a certains postes où c'est plus facile de recruter en interne et plus facile pour d'autres de recruter en externe. Absolument. Merci beaucoup, Marie-André. Je propose d'avancer un petit peu et de repartir un peu sur de la théorie, mais finalement pour essayer de s'intéresser au parcours du candidat. Euh, le parcours d'un candidat et notamment ce fameux cadre qui serait activement en recherche, ben, sa recherche d'emploi, elle va très probablement évidemment se faire dans son premier cercle, mais aussi en ligne. Et son parcours, il va être assez simple hein, si on le simplifie à l'extrême. Je fais une première recherche et je vais voir une quantité d'offres disponibles qui est importante. Ensuite, je vais consulter une ou plusieurs offres d'emploi avant de décider de postuler, d'être retenu ou non lors d'un entretien et enfin d'être recruté. Si vous regardez ça, et au risque peut-être de bousculer un peu certains, ce parcours, il ressemble quand même furieusement au parcours qu'on effectue un peu tous les jours lorsqu'on est sur un site marchand. Voilà, ça reste un parcours de consommation. Et ça peut bousculer, encore une fois, de le dire. Mais une fois qu'on l'accepte, ben, finalement, on se rend compte on peut jouer sur ce parcours pour optimiser ces pratiques. Je vois qu'Eric a réussi à Hmm. nous rejoindre. À Je sais nous pas si rejoindre. Je vais tu continuer, du coup, je vais faire la conclusion. On va être plus simple. D'accord. Très bien, laissera allez-y. on vous laissera le mot de conclusion. Merci beaucoup, Eric, et ravi de vous avoir avec nous. Et donc, ce parcours de candidature, ce qu'on va essayer de faire modestement aujourd'hui avec Marie-André, ça va être de vous montrer à quel moment on peut l'optimiser depuis la recherche, c'est-à-dire être visible sur différents sites, être trouvable finalement, provoquer des consultations sur ces offres d'emploi et provoquer aussi ces actes de candidature. J'allais dire acte d'achat, vous voyez, j'allais faire le lapsus, mais de provoquer ces actes de candidature qui vont vous permettre de voir un maximum de talents et de potentiellement les recruter.
Ça, c'est quand on simplifie. Et simplifier, c'est très utile, encore une fois, pour savoir où est-ce qu'on peut travailler, l'expérience de candidature et les parcours de recrutement. En revanche, ça reste aujourd'hui un parcours extrêmement compliqué, hein. Toute entreprise confondue, toute taille d'entreprise d'ailleurs confondue, postuler aujourd'hui à un poste, finalement, ça reste compliqué, y compris lorsque tous les outils digitaux sont mis à disposition. Ça reste compliqué, et ça reste compliqué notamment parce qu'il y a beaucoup de doutes. Et Marie-André vous éclairera aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'informations qui souvent ne sont pas données aux candidats ou pas suffisamment tôt, ce qui fait que potentiellement on passe à côté de candidats. Des candidats qui pourraient être intéressés, ben, ils vont voir ailleurs, ou alors ils sont très très proches, voire ils sont déjà passés quelques entretiens, mais il leur manque encore certaines informations. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait considérer que plus il y a d'offres d'emploi, plus c'est facile pour un candidat. En fait, c'est même encore plus difficile, finalement. Et je vais continuer mes analogies avec d'autres choses. Peut-être que certains d'entre vous sont consommateurs de vidéos à la demande. Parfois, le simple choix que vous avez devant vous rend la décision de regarder une chose ou une autre extrêmement compliquée. Ben, c'est un peu pareil, hein, lorsqu'il s'agit d'offres d'emploi. On voit la multitude des opportunités et ça peut être un peu bloquant, ou voire on va passer à côté de certaines opportunités. Et l'objectif pour chacun d'entre vous, ça va être de casser un maximum ces barrières de doute, de répondre au maximum aux questions le plus tôt possible, de mettre à disposition des candidats les informations dont ils ont besoin pour se rapprocher de vous, ou au contraire de s'éloigner de vous, hein. On est bien d'accord, ça reste un processus de sélection, et parfois c'est aussi nécessaire, que ce soit dans les offres d'emploi, dans les entretiens, etc., d'avoir de l'information qui permettront à un candidat ou à une candidate de s'éloigner, de dire c'est pas fait pour moi, et c'est tout à fait normal. Avant de rendre la parole à Marie-André, il y a deux informations que j'aimerais partager avec vous. C'est d'abord ces magnifiques petites choses qu'on a tous et toutes dans la poche. Aujourd'hui, il y a 82% de la population en France qui a un smartphone. Et vous allez voir que c'est important pour la suite. Ça veut dire que très probablement une très grande partie des premiers contacts, notamment ceux avec vos offres d'emploi, il se fait depuis un terminal mobile. Et c'est vrai, toute catégorie de métiers confondus, tout secteur d'activité confondu, évidemment avec des variations, hein. Pour celles et ceux d'entre nous qui travaillons devant un ordinateur, peut-être que ce taux il est un peu plus bas, mais sur Indeed, on voit qu'à peu près 70% de notre trafic est mobile. D'accord. Donc l'acte de recherche d'emploi s'effectue depuis un smartphone, d'où l'importance d'avoir des processus et des contenus, vous allez voir, qui sont optimisés un maximum pour ces magnifiques petits outils. Et parfois, ça nécessite une certaine gymnastique. Marie-André, justement, la première chose que l'on voit d'un employeur, c'est très souvent une offre d'emploi. C'est l'offre d'emploi, exactement. Et c'est vrai que dans un environnement concurrentiel, l'offre d'emploi, je dirais qu'elle fait encore plus le job, quoi. Elle est vraiment encore plus essentielle parce que la première chose que vont regarder les personnes, elles sont même pas encore candidates, hein, elles viennent lire votre offre d'emploi. Donc, en marketing, hein, on parle d'inbound marketing, c'est-à-dire que la personne va passer par différentes étapes. Ça va d'abord être un individu inconnu, puis ça va devenir potentiellement un candidat, puis ça deviendra demain chez vous peut-être un collaborateur avant de devenir un ambassadeur. Là, on en est juste à l'étape de lecteur, hein, lecteur de votre offre d'emploi. La concurrence est rude, comme disait Thibault, hein, je rejoins les chiffres annoncés, c'est tout à fait ça. On les connaît bien dans nos métiers. Et souvent, ce que j'entends de la part des dirigeants d'entreprise, c'est ah oui, mais cette information-là, mais je le dis à l'entretien. Oui, mais à l'entretien, c'est déjà quelqu'un qui a répondu à votre annonce. La question, c'est et si j'avais mis cette information-là dans l'offre d'emploi, est-ce que ça aurait généré davantage de trafic? Et c'est ça l'enjeu, en fait, pour les entreprises. Alors, le top 3 des canaux mobilisés par les PME dans leur recrutement de cadres, vous les retrouvez là, dans une étude que l'on met à jour chaque année, hein, sur les pratiques de recrutement des cadres. 83% des PME qui ont recruté un cadre ont utilisé une offre d'emploi. 72% ont utilisé les réseaux sociaux, 72% ont utilisé le réseau de contact du recruteur. Alors, quand je dis recruteur, ça peut être le manager, le dirigeant, le RH, c'est bien évidemment tout ça. Il y a bien sûr d'autres canaux. Retenez quand même que globalement, une entreprise utilise en moyenne 5 canaux de recrutement pour faire connaître son besoin. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on est bien effectivement sur ces pratiques de multidiffusion? Est-ce qu'on est bien visible aux bons endroits, là où nos candidats vont? Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment régulièrement à faire l'expérience candidat.
je suis candidat, j'arrive sur Google, hein, parce qu'en général, c'est par là qu'on commence, et comment je fais pour chercher mon job et où est-ce que je trouve l'offre d'emploi de mon entreprise. La finalité de l'offre d'emploi, il est multiple, c'est bien sûr de présenter le poste à pourvoir, mais surtout pas un copier-coller de la fiche de poste. Ne faites pas ça, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que si je cherche un job de comptable, par exemple, et que vous m'avez fait un copier-coller de la fiche de poste, mon job de comptable, je l'apprends. Donc, je vais rien apprendre en fait en lisant cette offre que quelque chose que je connais déjà, puisque c'est mon métier. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être d'avoir, allez, les 3 missions principales que vous avez l'intention de me confier. Et puis, centrez-vous sur quelles sont les 3, 4 compétences clés que l'on recherche pour ce poste-là. Donc là aussi, pas de liste à l'après-vert. On parlait tout à l'heure hein, de concurrence. Hein, les offres d'emploi sont concurrentes aussi les unes avec les autres en fonction de leur attractivité. Et ce qu'on aime, c'est, quand je dis on, c'est les candidats, hein, ce qu'ils aiment, c'est aussi une offre d'emploi qui se démarque. Et j'en arrive à la 3e finalité de l'offre d'emploi, c'est de vous démarquer. Et donc là, il faut pouvoir exprimer vos valeurs, valoriser vos métiers. Hein, pourquoi c'est chouette d'exercer ce job-là chez nous? Pourquoi comptable chez nous, c'est vachement bien, en fait, hein, c'est vraiment ça. Et donner envie en présentant les conditions de travail également. Qu'est-ce qu'on propose à nos collaborateurs qui font qu'ils ont envie de venir chez nous? Alors, dans les conditions de travail, évidemment, on aura notamment la question du télétravail, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et Ouais, pour compléter Marie-André sur ce dernier chiffre, donc ouais. évidemment, nous nous rejoignons tout à fait. Hein, l'offre d'emploi n'est pas une fiche de poste. Elle s'en inspire, hein, évidemment, puisqu'il y a plein de choses qu'on retrouve dans la fiche de poste. Il faut vraiment voir l'offre d'emploi comme une publicité pour un emploi qui est disponible. Et donc, évidemment, bah, la fiche produit, ce n'est pas une publicité, etc. On retrouve encore cette analogie. Donc, il faut arriver à donner envie et à se démarquer. Et peut-être qu'un des travers principaux qu'on retrouve, peut-être dans vos entreprises également, c'est de vouloir mettre le paquet sur ce que vous exigez de vos candidats et de vos candidates. D'accord? Ce qu'on comprend très bien, hein. Vous cherchez des compétences disponibles, mais parfois on mélange compétences qui sont parfaitement indispensables pour l'exercice d'un poste versus celles qui pourraient être souhaitables ou qui pourraient être un plus. Et parfois, ce n'est pas du tout distingué, ce qui peut effrayer un peu les candidats et les candidates. Et ce qu'on vous a mis à droite, c'est une étude qu'on a fait en début d'année qui dit quand même que voilà, on est 9 actifs sur 10 n'ont déjà pas postulé à une offre d'emploi parce qu'ils se sont sentis intimidés par ce qui était exigé par le poste. Et très probablement, dans une grande partie de ces cas, les compétences qui étaient demandées, il y en avait une partie d'entre elles qui n'étaient pas absolument indispensables. Donc on comprend hein, que la recherche du candidat idéal, c'est un but, mais c'est aussi problématique de se dire on cherche un candidat qui est exactement comme ça. Il faut être dans un marché extrêmement concurrentiel, il faut aussi être probablement un peu plus ouvert. Et là, on parle bien de candidats que du coup, vous n'avez jamais vus. Hein. Ce sont des candidats qui sont passés sur vos offres et qui ont été intimidés par ce que vous leur demandez. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'y avait pas le reste, il n'y avait pas ce qui donnait envie dans les conditions de travail, etc., pour passer à la suite. Donc, très, très important de travailler ce canal. Et ce n'est pas un exercice facile. Hein. Je pense que Marie-André confirmera. C'est compliqué de faire une offre d'emploi qui va répondre à tous ces enjeux, à cette finalité, sans en faire trop, qui va être capable de sélectionner aussi des candidats, mais d'en attirer le maximum. Et puis, il y a une question qui est très importante. Dans conditions de travail, Marie-André parlait de télétravail, mais il y a autre chose. On ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. On travaille pour une rémunération. Et là, les données sont assez claires. Je rends la Oui. parole à Marie-André. Donc effectivement, on encourage beaucoup les entreprises à être transparentes sur les rémunérations, sur le fait d'afficher les rémunérations. Pourquoi? C'est pas pour nous faire plaisir à nous, hein, c'est parce que quand on interroge les candidats, on voit que les premières informations qu'ils regardent, c'est le salaire, la localisation géographique et bien évidemment l'intérêt de la mission. Hein, c'est les trois, c'est le top 3 et ça bouge pas tellement en fait. Hein. Mais le salaire, évidemment, va être un indicateur. Alors, on peut être parfois un peu frileux d'afficher la rémunération. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de le faire en mettant une fourchette, hein, maximum 5 000 euros d'écart, en tout cas sur les postes de cadre, maximum 5 000 euros, on va dire 30-35 par exemple pour ce poste-là. Alors, me direz-vous, bah oui, mais si je mets 30-35, ils vont vouloir tout de suite 35. Une politique salariale qui est mature, c'est une politique salariale qui s'assume. Donc, si effectivement vous êtes en capacité de dire à quelles conditions le candidat
il pourra lui être proposé 35 000. À quelles conditions il lui sera proposé 30 000? Si vous êtes au clair avec ça, les candidats sont tout à fait en capacité de comprendre ça. Donc surtout, j'ai envie de dire, enlevez vos propres peurs par rapport à ce sujet-là. Il y a un tabou, je sais pas, il y a une culture du secret autour de la rémunération et je pense que c'est particulièrement vrai dans les PME et TPE. Vraiment essayer de lever vos freins par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que sur les postes cadres, quand le salaire est affiché, on a plus 39% de candidatures. C'est énorme, plus 39% sur un marché où on n'a parfois pas de candidature, où on en a deux ou trois. Deuxième indicateur hyper intéressant, c'est au sujet du télétravail. Je vous avais dit que j'en reparlerai. 25% des candidats ne veulent pas d'une entreprise qui ne propose pas le télétravail. Donc là, je parle aussi, je parle uniquement des cadres. 25% disent qu'ils ne veulent pas d'une entreprise qui ne veut pas qui ne propose pas de télétravail. Autre question qu'on leur a posée aussi, qui nous amène à découvrir qu'un cadre sur deux est réticent à rejoindre une entreprise qui ne propose pas le télétravail. Donc, vous voyez que là, on est vraiment sur un sujet qui est très touchy. Alors, évidemment, donner du télétravail, c'est bien sûr favoriser l'équilibre vie perso-vie pro. C'est contribuer à des conditions de travail plus souples, plus flexibles pour les collaborateurs. C'est aussi redonner du pouvoir d'achat. Si je fais un trajet de moins par semaine, par exemple, parce que je peux être en télétravail et que je travaille à 50 km de mon domicile, bah oui, c'est redonner aussi du pouvoir d'achat. Donc la question du télétravail peut être aussi, on peut aussi se la poser, se dire qu'est-ce qu'on pratique. Alors là, je vois de tout. Je vois des entreprises qui sont revenues 100% présentiel parce que ça pose la question du management et finalement, on n'est pas très à l'aise dans le fait de manager à distance. Donc, plutôt que de s'occuper du problème de management, bah, on se dit, bon, bah, ils viennent, et puis comme ça, au moins, on les voit. Évidemment, ce n'est pas la réponse à la question. Ce que l'on voit aussi, c'est des entreprises qui ont parfois signé un accord, mais qui le communiquent assez peu, qui restent plutôt discrètes, qui ne cherchent pas nécessairement à le faire vivre. Et puis, ce que l'on observe aussi, c'est quelque chose qui est parfois pas formalisé, mais qui se pratique. En tout cas, vraiment, posez-vous la question au moment d'un recrutement, parce que si vous pouvez afficher dans votre offre d'emploi, oui, chez nous, évidemment, ça dépend des postes. Je parle uniquement des postes où c'est possible. Vous pourrez faire 1 jour de télétravail par semaine, 2 jours, 3 jours, voilà, que sais-je. Voilà, vraiment, ne vous privez pas de le dire. Ça vous ouvrira un sourcing de candidature en plus. Ouais, je pense que c'est très important. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est présenter les conditions de travail. Donc, il y a le salaire, il y a le cadre effectivement physique ou télétravail. Et Marie-André disait très bien, très souvent, cette politique, elle existe, mais elle n'est pas communiquée, en tout cas pas directement dans l'offre d'emploi. Et je pense qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la communiquer, ne serait-ce que par souci de performance. C'est-à-dire l'idée, encore une fois, c'est d'attirer des candidats. Je vais juste revenir quelques instants sur la notion du salaire. Marie-André a tout dit, donc je ne vais pas trop insister, mais effectivement, il y a quand même un changement d'époque, très clairement. Vous voyez les chiffres qui sont annoncés. Aujourd'hui, sur Indeed, on a un peu plus de la moitié des offres d'emploi qui affichent le salaire, notamment quand elles sont mises en ligne directement sur notre plateforme. Mais surtout, ce qui est très impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ça se met en place. Ce qui veut dire d'ailleurs que l'avantage compétitif d'afficher le salaire va finir par diminuer. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde aura affiché le salaire, bah là, effectivement, ça sera moins un avantage. Donc, il reste encore une fenêtre où afficher le salaire aujourd'hui, et je vais insister, quel que soit le salaire, qu'il soit selon vous extrêmement compétitif ou pas, va vous permettre d'être vu, d'être consulté par des candidats et des candidates. Et autre point, et là je sais aujourd'hui que je m'adresse à des PME, ce que nous voyons dans nos données, c'est que très souvent ce sont les entreprises les plus petites en taille qui sont en train de donner un peu une leçon aux plus grands groupes en termes de transparence salariale. C'est-à-dire qu'à priori, une grande partie d'entre vous est assez vertueux sur ce côté de la transparence salariale. Et peut-être aussi parce que vous n'avez pas la problématique, ou moins, pardon, la problématique du dialogue social qui peut exister dans des très grands groupes où voilà, quelqu'un qui arriverait aujourd'hui serait payé 15-20% de plus que quelqu'un au même poste qui est arrivé il y a 5-8 ans dans l'entreprise. Peut-être que ces scénarios existent moins dans vos organisations, mais en tout cas, nos données montrent que les entreprises de taille plus modeste ont moins de frilosité. Donc, je vous encourage, si c'est encore votre cas, à aller au-devant et à afficher, comme l'a très bien dit Marie-André, sous forme de fourchette,
à partir d'eux, c'est aussi possible. Hein. Terme Il y a de- plein ouais. de façons de communiquer le salaire. Et petite note, hein, a priori, on y sera tous forcés à un moment donné, puisque d'ici 3 ans, la transparence salariale sera transposée dans la législation française. La petite subtilité de la directive européenne, c'est que ça s'est marqué qu'il faudrait que le salaire soit communiqué avant le premier entretien. Donc, a priori, l'offre d'emploi est un très bon endroit pour le Un bon faire. vecteur. Voilà. Thibaut, je voudrais ajouter une précision au sujet du salaire. Alors, je sais que certaines entreprises me disent parfois, mais nous, on sait que nos salaires sont pas très attractifs, donc on a du mal à être transparent parce que, voilà. Bon, il peut y avoir des cas de figure où, bien évidemment, on peut discuter. N'oubliez jamais que le salaire n'est pas la seule composante de la rémunération. Et pour le coup, dans l'offre d'emploi, vous pouvez très bien avoir une phrase, vous mettez rémunération 2 points. Donc, on a le salaire, le nombre de jours de congé, les tickets restaurants, l'intéressement, enfin, ce que vous proposez ou le variable, tout ce que vous pouvez proposer qui sont des composantes de la rémunération globale, le salaire n'en étant qu'une seule. Bien évidemment, c'est important parce que ce que regarde le collaborateur, c'est ce qu'il aura à la fin du mois sur son compte en banque. Mais il y a aussi d'autres choses qui est vraiment que les candidats peuvent choisir et peuvent privilégier. Je pense voilà, notamment à l'équilibre vie perso, vie pro, qui peut être un vrai choix aussi, et puis les conditions de travail que vous proposez. Donc vraiment, ne sous-estimez pas ça. À l'APEC, on vous accompagne à faire ce travail d'identification de vos bonnes pratiques pour vous aider à les transférer et à les rédiger dans votre offre d'emploi. Et au passage, hein, je pense que autant sur l'APEC que sur Indeed, on a la possibilité aussi d'aller voir hein, ce qui est potentiellement proposé par d'autres entreprises. Et oui, Et au lieu de se dire je paye moins bien et c'est uniquement basé sur voilà, un feeling, bah, que ça soit basé sur de la réalité. Parce qu'encore trop souvent, on entend des entreprises qui nous disent je paye moins bien que la concurrence, mais ce n'est pas basé sur de la donnée. C'est peut-être vrai, hein, je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais voilà, toujours baser ça sur de la donnée. Donc, qui est à votre disposition, à la fois, je parle en votre nom, Marie-André, mais à la fois sur l'APEC et sur Indeed. On peut facilement aller voir ce qui est proposé par d'autres, ou voir ce qui est déclaré aussi par des candidats et des candidates, ce qui permet de se faire une idée et peut-être de dire, j'ai pas du tout à rougir de la rémunération, ou au contraire, je vais devoir faire un peu de pédagogie pour expliquer les compléments de rémunération, comme Marie-André vient de l'expliquer. Pour résumer un peu ce que je vais dire, et ce qu'on vient de dire, pardon, tous les deux, une offre d'emploi efficace, ça va être une offre d'emploi qui est assez compacte en raison du mobile. Alors, je vous ai mis des indications de caractère. Il ne faut pas du tout se dire que c'est quelque chose voilà, de figé dans le marbre. Mais en tout cas, à cause de ces petits outils qu'on a dans la poche, bah, très clairement, il faut faire relativement compact. Et vous avez vu, il faut quand même parler de pas mal de sujets. Hein. Il faut donner envie, il faut parler des conditions de travail, mais il faut le faire dans un espace assez restreint pour que, en un coup d'œil, que ce soit sur ordinateur ou sur un smartphone, on ait la possibilité de rapidement voir les éléments principaux. Et les éléments principaux, on ne va pas trop enfoncer le clou, mais donc il y a le salaire, il y a la typologie de contrat, ça peut paraître bête, hein, mais évidemment, il faut mettre le type de contrat que vous proposez. Il y a le profil que vous recherchez, et dans le profil recherché, il y a des butons à accepter. C'est-à-dire que trop souvent, on a tendance à mettre le paquet lorsqu'on recherche des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais peut-être que vous recherchez des gens qui sont un peu plus juniors. À ce moment-là, il faut l'exprimer. Hein. Il faut dire que ce poste correspond à c'est parfait pour une première ou une deuxième expérience, voilà, ou une première expérience d'encadrement, etc., etc. Ensuite, la localisation géographique, qui va de pair un peu avec le télétravail. Mais nous apercevons sur Indeed que ce qui est le plus recherché, c'est d'abord et avant tout quelles sont les offres d'emploi dans ma zone de mobilité. Et cette zone de mobilité, elle est évidemment extrêmement variable selon qu'on habite dans la métropole lyonnaise ou à Guéret dans la Creuse. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais forcément, le rayon mobilité va être très différent. Donc, plus on peut parler du lieu de travail spécifique, plus on va avoir des candidats qui, lorsqu'ils se rapprochent de vous, ils savent qu'ils peuvent se rendre sur le lieu de travail s'il y a des jours pour lesquels il faut être au travail, au bureau, etc., etc. Ensuite, ne pas oublier de parler des avantages, que ce soit d'ailleurs ceux de vos conventions collectives versus ceux qui sont proposés et uniques à votre entreprise. Et il y a tout un tas de choses hein, qu'on peut imaginer, que ce soit d'ailleurs des avantages, voilà, le téléphone, la voiture de fonction, des formations disponibles. C'est très, très vaste, mais essayez de mettre en avant ce qui est le plus propre à vos organisations et justement l'organisation du travail. Donc, je ne reviens pas dessus, mais c'est le télétravail. Donc, si vous retenez ces éléments-là, ça semble très court, mais en même temps, c'est très compliqué hein, de faire court. Donc, essayez de retenir ça. Juste
pour avancer, et on aurait pu parler de ça avant, mais on a choisi d'en parler à cet endroit-là. On va parler d'une notion qui parfois semble étrangère aux entreprises qui, en termes d'effectifs, sont plus modestes que des grands groupes, qui est la marque employeur. Ce que nous voyons, c'est un candidat, je vous ai parlé tout à l'heure de parcours d'achat, parcours de candidature, il y a malgré tout une vraie différence dans les parcours de candidature versus les parcours de consommation. C'est lorsqu'on est un consommateur, on est attaché à des marques, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on recherche un emploi, la marque n'est pas, c'est-à-dire l'entreprise en elle-même n'est pas le premier facteur déterminant. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que l'entreprise me propose un poste dans un lieu qui me correspond avec les conditions de travail qui me correspondent. Donc, on ne va pas chercher directement via le nom de l'entreprise. On cherche d'abord et avant tout un métier qu'on exerce, qu'on a envie d'exercer dans un endroit dans lequel on peut travailler. Et ça, quand on voit ça, on se dit, bah, du coup, à quoi ça sert de travailler sa marque employeur, que ce soit en termes de réputation ou de notoriété. En fait, c'est plutôt ce qu'il faut voir là-dedans, c'est la taille de l'opportunité. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va tomber, entre guillemets, sur l'une de vos offres d'emploi, vous avez la possibilité de le convaincre que c'est chez vous qu'il faut qu'il vienne travailler, ou au minimum qu'il vous rencontre pour avoir cette discussion qui est celle de l'entretien d'embauche. Donc, il n'y a absolument pas à rougir par rapport à des entreprises qui auraient aussi des marques commerciales grand public très connues et qui peuvent se reposer là-dessus. La réalité, c'est que les candidats, ils cherchent d'abord un emploi dans un endroit qui leur correspond. Finalement, ensuite, l'entreprise vient après, mais évidemment, elle va être déterminante via les conditions de travail, etc., etc. Et cette marque employeur, on vous a mis ici la définition qui est la plus complète et en même temps la plus simple possible. Voilà, c'est toutes vos problématiques d'image de marque qui sont liées aux ressources humaines et au recrutement dans votre entreprise. Et cette marque qui existe, hein, que vous le veuillez ou non, c'est-à-dire que quand vous rentrez le soir chez vous et que vous parlez de l'entreprise, bah, finalement, vous faites rayonner plus ou moins une marque et vous lui donnez une teinte positive ou moins positive. Cette marque ne sera efficace que s'il y a dans vos opérations de communication, qu'il s'agisse de l'offre d'emploi, mais aussi lors des entretiens, s'il y a une certaine corrélation entre ce que vous racontez, encore une fois, dans les offres d'emploi, sur vos différents réseaux, lors des entretiens d'embauche, versus ce qui est raconté par vos collaborateurs et vos collaboratrices lorsqu'ils rentrent le soir chez vous ou lorsqu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux. S'il y a trop de différence entre ces deux éléments, si en gros vous dites tout est rose, c'est magnifique, mais que lorsque je prends contact avec des gens, des collaborateurs ou des collaboratrices, ils vous expliquent que bon, il y a deux, trois petits problèmes à tel ou tel niveau, finalement, tous les efforts que vous avez faits d'avoir une communication qui est léchée, qui est propre, tomberont à l'eau. Donc, c'est très, très, très important de garder ça en tête. Et cette notion de marque employeur, il faut bien comprendre que toute personne qui est dans une position d'encadrant, mais aussi une personne qui fait passer des entretiens ou qui met en ligne des offres d'emploi ou qui met à jour vos réseaux sociaux, elle fait rayonner positivement ou moins positivement votre marque employeur. Donc, gardez toujours en tête, est-ce que ce que je communique, est-ce que c'est le reflet de la réalité? Et on ne parle pas effectivement de décrire des choses qui soient très négatives, mais en tout cas, il faut être très conscient de ces avantages et être le plus authentique, le plus véridique dans ces opérations de communication. Donc là, et je vais rendre la parole à Marie-André, quand on s'avance dans le parcours de candidature, on a réussi à séduire des candidats lors des offres d'emploi. Ils ont décidé de postuler. Ils correspondaient à peu près à ce que vous recherchiez. Vous décidez de les recevoir en entretien. Et là, Marie-André va nous donner un petit peu l'état de l'art sur à quoi ressemblent des bons entretiens. J'en profite pour te dire, Thibaut, que tu as une question de Patrick. Je te laisserai y répondre dans la rubrique QR. Oui, pour continuer sur la marque employeur, hein, le processus de recrutement, c'est un des marqueurs forts de votre marque employeur, en fait. Hein. La façon dont vous allez traiter les candidats du début à la fin. Et quand je dis le début, c'est depuis l'offre d'emploi, on en a parlé, jusqu'à la fin. Et on verra que la fin, la dernière étape du recrutement, c'est pas le moment où on signe le contrat, mais c'est plutôt la fin de l'intégration. Donc, on voit que ça peut prendre encore quelques mois. Donc, tout ce
processus, il est assez fondamental pour donner envie ou pas au candidat qui a fait la première démarche de vous écrire. Là, il va être reçu en entretien, il va rentrer dans un processus de recrutement. Déjà, la façon effectivement dont vous vous adressez à lui, la façon dont vous lui répondez, est-ce que vous lui répondez, comment vous tenez vos engagements, tout cela va être important. Première chose, c'est la transparence. Annoncer la couleur des étapes et la durée du processus de recrutement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'annonce, je le fais. Maintenant, on est dans la vraie vie, hein, on est parfois forcément un petit peu occupé accaparé par d'autres choses. Mais n'oubliez pas, quand vous dites à un candidat, je vous apporte une réponse mardi, pour lui, c'est mardi. Mm. C'est pas mercredi, en fait. Alors, si on n'a pas pu mardi, pas de problème. Mais dans ce cas-là, on envoie un petit message, même un SMS pour dire, désolé, on a pris un peu de retard, ce sera vendredi. Mais on ne laisse pas sans nouvelles, en fait. Mettez-vous vraiment dans la peau, dans l'expérience candidat, quoi. Que vit un candidat quand il est dans une démarche de recherche? Après, il y a deux types de candidats, hein. Il y a le candidat qui est en activité, donc qui lui-même est très occupé dans sa journée de travail, puis il y a le candidat qui est demandeur d'emploi, et pour qui le rapport au temps n'est pas du tout le même que celui du dirigeant d'entreprise ou du RH ou du manager. Deuxième conseil que l'on peut vous donner sur le processus de recrutement, et notamment l'entretien de recrutement, c'est d'opter pour un recrutement collaboratif. Pourquoi? Parce que d'abord, le manager, en premier lieu concerné par l'arrivée de cette personne dans son équipe, il doit évidemment être, il faut qu'il y ait son aval, hein, pour consolider la réussite de ce recrutement, qu'il ne subisse pas l'arrivée d'une personne qu'il n'a pas choisie. Donc, il faut qu'il s'implique aussi dans l'entretien de recrutement, bien évidemment, mais j'imagine que c'est comme ça chez vous la plupart du temps. Collaboratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas être une seule personne qui est impliquée dans le recrutement. Ça a plusieurs travers en fait de faire ça. Il peut y avoir, vous savez qu'il y a des biais cognitifs qui sont à l'œuvre dans les entretiens de recrutement. Les biais cognitifs, c'est par exemple de se dire, tiens, lui quand je lui ai dit bonjour, il avait la main moite, il doit être stressé, donc il nous faut pas quelqu'un de stressé, hein. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses quand on est au moins deux ou trois, alors pas forcément en même temps, hein, mais impliqués dans le processus de recrutement et qu'on a pu voir le candidat à tour de rôle. On va tempérer un peu des a priori qu'on peut avoir très vite comme ça et qui sont dommageables pour le choix du candidat. Donc ça, c'est le recrutement collaboratif, Thibaut. C'était bien le deuxième point. Pardon. Il était reparti, voilà. Donc, à plusieurs, on est plus fort. Et pour recruter aussi, l'autre intérêt du recrutement collaboratif, c'est qu'on prépare déjà la prochaine arrivée de la personne et l'intégration, hein. Le troisième facteur de réussite, c'est la préparation. Ça, c'est vraiment fondamental. Je me prépare. Ça veut dire je prends le temps de préparer la rencontre, je prends le temps d'analyser le CV, de voir quels sont les points saillants du CV, les points sur lesquels ça me paraît vraiment en adéquation avec notre besoin, les points où au contraire ça ne l'est pas. Et donc ça ne veut pas dire que c'est nécessairement rédhibitoire, mais en tout cas, je vais aller chercher de l'information. N'oubliez pas une chose, tout à l'heure, Thibaut nous disait voilà toutes les informations qui sont importantes à communiquer au candidat pour qu'il puisse prendre sa décision. De la même façon que vos offres d'emploi sont parfois imparfaites, les CV sont parfois imparfaits aussi. On est vraiment en miroir des deux et on a parfois un CV nul. Je vais le dire comme ça. Et puis, en fait, on est amené à rencontrer cette personne par hasard sur un salon de recrutement. Et puis, en fait, on découvre quelqu'un, une pépite, quelqu'un de super. Et vraiment, n'oubliez jamais qu'un CV, ça n'est qu'une plaquette marketing de ce que le candidat a fait, que tous les candidats sont pas doués comme vous. Tout le monde n'est pas doué pour écrire les choses. Donc, le vrai talent du recruteur, c'est d'être curieux, c'est d'aimer les gens, c'est quand même mieux. Et c'est de partir vraiment à la découverte avec des questions ouvertes. Pardon. Donc là, je vais identifier les points à creuser pour me préparer et donc préparer mes deux, trois questions clés, hein. Je peux d'ailleurs, une petite astuce également que je trouve intéressante, quand je vais recevoir plusieurs candidats, il peut y avoir trois, quatre questions qui seront les mêmes pour tous les candidats que je vais recevoir, ce qui va me permettre aussi de pouvoir les comparer en essayant d'être le plus objectif possible dans ma décision. Autre facteur de réussite, et là c'est assez facile, donc ça vraiment je vous encourage à le pratiquer, c'est centrez-vous sur les réalisations concrètes. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos actions? Vous dites que vous avez travaillé dans la logistique transport. Quelles ont été vos actions exactement? Racontez-moi une réalisation que vous avez aimée. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous en avez appris?
Et puis, si vous avez moins réussi, bah voilà, qu'est-ce que vous en avez tiré pour l'avenir? Bref, centrez-vous sur les réalisations concrètes. C'est assez facile de faire parler les collaborateurs, les candidats sur leurs réalisations. Et vous, en étudiant ces réalisations, vous allez aller à la fois à la découverte des compétences techniques, des savoirs, des connaissances qu'il faut pour exercer ces réalisations. Et puis aussi, vous allez partir à la connaissance des savoir-être du candidat, puisque vous allez voir comment il a procédé. En tout cas, vous pourrez être amené comment dire, à poser des questions complémentaires pour dire, mais ça, vous l'avez fait comment là comment vous vous y êtes pris avec l'équipe pour faire adhérer l'équipe, par exemple, à votre projet. Point suivant, alors attention au biais cognitif, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y aurait matière à faire un webinaire sur le sujet, donc je ne vais pas le faire maintenant. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que recruter, c'est un métier en fait. En tout cas, c'est une compétence. On n'est pas obligé de faire ça à temps plein, hein, et j'imagine que beaucoup d'entre vous le font en plus du reste, mais c'est une vraie compétence. Formez-vous, soyez pro. La façon dont vous conduisez vos entretiens de recrutement est aussi facteur d'attractivité ou pas. Donc vraiment, soyez pro dans votre préparation et notamment, qu'est-ce un biais cognitif. Et puis, dernier point, il y en aurait d'autres, mais voilà, ceux en tout cas dont j'ai choisi de vous parler, c'est vraiment engagez-vous, c'est-à-dire, voilà, donnez la suite. Sous quel délai je vous rappelle? Je m'engage à vous apporter une réponse à tous les candidats. Voilà quelles seront les prochaines étapes. Bref, en tout cas, prenez des engagements et évidemment, Prenez les engagements que vous êtes capable de tenir, évidemment. Il ne s'agit pas de faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir, ce n'est pas du tout mon propos, mais évidemment, prenez des engagements que vous êtes capable de tenir et donner de la transparence sur la suite. Effectivement, et je vais abonder sur la dernière chose qui est répondre à tous les candidats. Ça reste une frustration très, très, très forte, hein, Ouais. de candidats qui postulent et qui reçoivent aucune réponse, y compris d'ailleurs une réponse négative, hein, c'est tout à fait possible. Et évidemment, encore pire, si après plusieurs entretiens, il y a du silence radio. On parle beaucoup de ghosting, mais ce ghosting, hein, il existe des deux côtés, hein. Il y a des candidats qui arrêtent de vous répondre, mais il y a aussi des entreprises, des recruteurs qui arrêtent de répondre aux candidats dans le processus. Après le temps de l'entretien et peut-être de la sélection, Marie-André, vient le moment on a recruté. Et donc là, Ça on y arrive est. à l'intégration du collaborateur. Exactement. Alors là, c'est génial. On se dit, on est content. Ça y est, ça faisait 6 mois qu'on cherchait. On a recruté. Et puis là, parfois, pouf, on lâche complètement, on relâche la pression. Et là, moi, je dis attention parce que entre le moment où vous signez le contrat de travail, où vous donnez l'accord au candidat et le moment où il va arriver dans l'entreprise, déjà, il peut se passer un délai de préavis, hein. Chez un cadre, ça peut être 3 mois de préavis. Comment j'occupe ce temps-là? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas parce que vous lui dites OK que le candidat il abandonne tout de suite les autres pistes sur lesquelles il était en recherche et peut-être déjà en cours de contact avec des recruteurs. Donc vraiment là, c'est important que vous puissiez ferrer la relation à ce moment-là, que le manager puisse passer un petit coup de fil de temps en temps à la personne avant son arrivée, que le service RH passe un petit coup de fil aussi. Peut-être qu'on va l'inviter à un petit déj dans l'entreprise, peut-être qu'on va lui envoyer la newsletter, peut-être que si on a prévu de faire une journée pique-nique, je ne sais pas, on va lui proposer de venir. Bref, on va trouver quelque chose pour occuper ce moment avant son arrivée. Et puis il va arriver dans l'entreprise. Et là, ce qu'on observe, hein, chez les cadres, là, c'est une source APEX. Il y a plus d'un tiers des CDI cadres qui sont rompus dans les 1 an qui suivent l'embauche. Vous imaginez, quand vous voyez tous les efforts qu'il a fallu déployer pour recruter, et qu'on a un tiers des personnes qui s'en vont dans l'année qui suit l'embauche, c'est énorme en fait. Donc il y a un vrai travail à faire et c'est là que je dis le recrutement n'est pas terminé à la signature du contrat, mais il y a bien l'étape d'intégration qui va venir fidéliser pour faire en sorte que ça marche. Vous retrouvez ici, hein, les 6 étapes, hein, du recrutement: l'analyse du besoin, la communication, on en a parlé avec l'offre d'emploi, la présélection des candidats, donc notamment les candidats qui répondent aux offres d'emploi, mais vous pouvez aussi aller chercher des candidats dans des CV Tech. Je rappelle qu'à l'APEC, on a une base qui fait 340 000 profils, qui est gratuite, qui est à votre disposition pour aller chercher des compétences cadres. On est là pour vous aider à s'en servir. Il y a ensuite l'évaluation, c'est l'entretien de recrutement. La décision finale, on en a parlé. Et maintenant, donc, ça y est, le contrat de travail est signé et on est bien sur l'étape d'intégration. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Oui, bien sûr, ce qui va être important, c'est de co-construire un parcours de montée en compétences. Servez-vous notamment du dernier entretien, hein, dans le process de recrutement pour se dire, bon,
ensemble, peut-être qu'on peut le co-construire. Sur quoi vous avez besoin qu'on vous accompagne? Voilà, nous, en tout cas, en tant qu'entreprise, sur quoi on pense vous accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on est bien dans un échange. On est sur quelque chose qui est gagnant-gagnant. Nommer un tuteur métier, évidemment, et pas quelqu'un qui n'est jamais disponible, hein, quelqu'un qui va l'être et qui va pouvoir être vraiment le référent métier de la personne. Programmer des rendez-vous de suivi. N'oubliez jamais qu'un nouveau collaborateur, la date de sa fin de période d'essai, il la connaît par cœur. Combien de collaborateurs, je vois Thibaut, tu hoches de la tête, combien de collaborateurs nous disent bah, c'est demain la fin de ma période d'essai, j'ai pas de nouvelles, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein, c'est souvent le cas, tant mieux, heureusement, mais quand même, c'est la fin de la période d'essai, c'est vraiment une belle occasion que vous avez d'apporter de la reconnaissance et de dire voilà, c'est super. On est super content de toi, de notre recrutement. Et donc, on te confirme dans ton poste et tu passes chez nous en CDI. Ou au contraire, de dire bah, non, ça va pas le faire. Alors, on n'attend pas le dernier jour, évidemment, hein, de la période d'essai pour dire ça. Normalement, il y a déjà eu des alertes avant, d'où l'importance des rendez-vous de suivi qui peuvent être une fois par semaine hein, au démarrage de la période d'intégration. Après, ils peuvent s'espacer progressivement, mais vraiment, les rendez-vous de suivi, c'est hyper important. Donner de la reconnaissance, du feedback. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais forcément, un salarié est d'autant plus engagé et impliqué que on lui fait des retours sur ouais, c'est bien, vas-y, continue. Ça coûte pas cher. Et si on le pense, c'est quand même dommage de pas le dire, quoi. Et si on ne pense pas, bah, c'est peut-être l'occasion de réajuster les choses. Et puis, on va accompagner la montée en compétences. Et ça, c'est les rendez-vous de suivi qui vont vous permettre de le faire, mais peut-être aussi avec, si vous êtes dans une entreprise où il y a la possibilité de se former, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de formation pour accompagner la montée en compétences. Les noms, les surtout pas, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, oubliez la date de la fin de période d'essai. N'oubliez pas que ça peut être en tout cas l'occasion d'une célébration. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est un prétexte à la célébration. Laisser le collaborateur manger tout seul le premier repas ou la première semaine, bah, c'est tout bête, mais vraiment, imaginez, pensez-vous toujours à qu'est-ce que le collaborateur va raconter à sa famille, à ses amis ce soir en rentrant chez lui, de cette première journée, de cette première semaine, de ce premier mois. C'est basique, hein, mais je pense qu'on a peut-être nous aussi les uns les autres des amis, des enfants, des neveux et nièces qui nous racontent des choses et servons-nous de ça pour ne pas faire vivre une mauvaise expérience aux candidats. Lui donner trop d'autonomie dès le départ. Alors, c'est bien, hein, l'autonomie, hein, c'est un super poste parce qu'il va pouvoir avoir de l'autonomie. Ouais, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Et au départ, on a besoin de s'acculturer, on a besoin d'un cadre pour vraiment connaître les usages aussi de l'entreprise. Donc vraiment, ne confondons pas autonomie et indépendance. Et donner de l'autonomie, ça n'est pas ne pas donner de cadre, en tout cas. Il faut donner un cadre. Ne pas lui donner les codes de l'entreprise, ça c'est embêtant. Par exemple, on peut avoir voilà, des nouveaux collaborateurs qui ne savent pas que bah, ici, par exemple, il faut passer dire bonjour à tout le monde dans les bureaux le matin. Bah oui. Bon, alors normalement, s'il est un petit peu observateur, par mimétisme, il devrait le faire, mais bon, parfois ça va mieux en se le disant. Et puis évidemment, exiger des résultats dès son arrivée, bah non, ça marche pas comme ça. Mais là, je vais pas plus loin, ça paraît évident. Ouais, je pense que ce dernier point est très important et laisser un collaborateur manger seul n'est absolument pas anecdotique. Ça peut sembler, mais bon, ça reste. Nous sommes des animaux sociaux et donc forcément se dire arriver dans une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs, hein, et ne pas savoir à qui on va parler les premiers jours, les premières semaines, bah, c'est un peu déstabilisant et potentiellement effectivement ça va vous faire perdre le bénéfice de tout ce que vous aurez fait avant, c'est-à-dire avoir une offre d'emploi qui est propre, qui est léchée, qui est efficace, qui vous permet de rencontrer et d'avoir le luxe de pouvoir faire le choix entre des candidats et des candidates. Et ça a déjà été dit, mais nous, pour conclure, ce qu'on voulait bien vous dire, c'est que finalement, soigner chacune des étapes du recrutement jusqu'à l'intégration, hein, qui fait encore partie de cette expérience collaborateur ou collaboratrice, bah, c'est finalement préparer la fidélisation du collaborateur ou de la collaboratrice. Et c'est tout bête, mais le recrutement le moins cher, c'est encore celui dont on n'a pas besoin de faire. Et oui, bien sûr qu'il y aura toujours du turnover, bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui s'en vont parce qu'ils ont d'autres opportunités ailleurs que vous ne pouvez pas leur offrir, et c'est tout à fait normal. Mais très souvent, peut-être trop souvent, on laisse partir des collaborateurs parce on a loupé des étapes. Notamment lors de l'intégration, mais ça peut être aussi après. On a loupé les moments où on pouvait célébrer, les moments où bah, il fallait mettre le doigt sur le management de la performance, etc., etc.
Et du coup, on laisse filer les collaborateurs et les collaboratrices. Et du coup, ça veut dire qu'il faut repartir à zéro. Et ça coûte évidemment cher. J'ai vu plusieurs questions / commentaires sur le temps. Évidemment, tout ça, ça prend du temps. Marie-André l'a dit plusieurs fois, il faut se professionnaliser ou au moins rajouter quand on est chef d'entreprise ou qu'on est responsable dans une PME de la partie recrutement. Il faut sensibiliser tous les collaborateurs et les collaboratrices à ces notions pour qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à la rédaction de l'offre d'emploi ou même à l'expression des besoins, afin que la personne qui mette l'offre d'emploi en ligne ait tous les éléments nécessaires à la conduite des entretiens et à la conduite de l'intégration. Donc, ce sont à la fois des petites choses, mais qui demandent effectivement du temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est le temps que vous perdrez après à recruter de nouveau si vous ne faites pas les choses correctement. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vais passer la parole à Eric. Alors, peut-être juste, pardon, Ouais. Thibaut, peut-être juste un mot sur la forme, parce qu'il y en a plusieurs qui ont posé la question, est-ce qu'on aura le webinaire, le replay du webinaire? Donc oui, vous aurez le replay du webinaire, et je crois qu'il est prévu de mettre aussi le PowerPoint Je pense que ça sera en fourni par. ligne sur le site de la CPME. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, c'est ne restez pas seul. Quand vous êtes face à un recrutement, on n'a pas pu répondre dans le détail à toutes les questions posées, mais vraiment, vous avez, voilà, vous avez autour de vous des acteurs. Alors, les acteurs de l'emploi, on va dire classiques comme Pôle emploi et l'APEC pour les cadres, mais vous avez aussi des acteurs comme Indeed et d'autres. En tout cas, allez chercher conseil, allez échanger. Vraiment, un des secrets, c'est aussi de se faire accompagner. Voilà, vraiment, j'insiste beaucoup, mais les services qu'on vous propose vous permettent vraiment d'être bien guidés et de vous professionnaliser, parce qu'en fait, c'est ça aussi, la vocation de ces différents interlocuteurs, et l'APEC en fait partie, c'est de vous aider à vous professionnaliser aussi dans le champ du recrutement, avec pas mal de web ateliers qu'on propose sur se former à l'entretien de recrutement, se former à l'offre d'emploi attractive, etc. Absolument. Eric, on vous donne la parole. Merci, oui, merci à tous les deux. Merci Marie-André, merci Thibaut pour ces conseils qui sont très concrets et pour le coup qui sont présentés avec une fluidité remarquable. Et donc, merci beaucoup. J'espère d'ailleurs que nos interlocuteurs auront plus de facilité à recruter que j'en ai eu à me connecter moi ce matin. Enfin, je crois que ce qui est important, et j'ai une mauvaise nouvelle en plus, vous savez, ceux qui nous écoutent, c'est que vous n'êtes pas tout seul à vouloir recruter. Les enquêtes CPME sont là pour le démontrer, et régulièrement, quand on fait des enquêtes 2-3 fois par an auprès de 1500 chefs d'entreprise, et on voit que la problématique du recrutement est la problématique numéro un des chefs d'entreprise aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, alors même que dans l'ADN de la CPME, évidemment, au niveau national, c'est de traiter des sujets nationaux macro, de France Travail, par exemple, ou l'assurance chômage, vous voyez, des choses dont on entend parler actuellement, et d'ailleurs qui ont des effets aussi importants, parce que je voyais des questions sur la question notamment de Pôle emploi, de savoir ce qui se passe entre le national et le local. Mais ça, c'est ce que nous discutons actuellement au niveau du projet de loi plein emploi et de France Travail. Eh bien, au-delà de ça, on a ressenti le besoin à la CPME d'ouvrir de nouveaux services à destination de nos adhérents par l'intermédiaire de ce type de webinaire qui me paraît évidemment, alors maintenant on maîtrise ça très très bien, et donc il me paraît être un plus que procure maintenant que permet la CPME auprès de ses adhérents. C'est une vraie difficulté aujourd'hui de recruter, alors même que vous savez comme moi que le marché de l'emploi c'est quand même encore un lot du chômage à 5 millions de personnes, c'est quand même assez incroyable. Donc on a des enjeux assez forts sur cette question du plein emploi, de la loi plein emploi et de la transformation en France Travail. Je ne rentre pas dans le détail parce que là, il faudrait plus qu'un webinaire pour rentrer dans ce détail-là. Mais on a bien apporté, le vrai problème qu'on a et qu'on relève dans les enquêtes, très clairement, c'est qu'aujourd'hui, la France se coupe d'une potentialité de croissance importante à l'intérieur des entreprises parce que le recrutement ne se fait pas. Et donc, il y a des marchés qui sont refusés, il y a des projets qui ne sont pas développés à cause de ça. Et vous disiez, ça prend du temps, il faut prendre du temps, etc. Oui, c'est vrai, mais pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on perd du chiffre d'affaires, on perd des potentialités de développement, et ça, c'est quand même un peu dommage. D'abord pour l'entreprise elle-même,
mais pour la collectivité. Alors, évidemment, suivant la taille de l'entreprise, il y a des sujets que vous avez abordés d'ailleurs, qui sont sur le recrutement, qui sont plus ou moins prégnants. C'est vrai que la question dans les TPE notamment, et moi qui vous parle d'une TPE de 5 personnes, mon entreprise là, c'est vrai que présenter les salaires, c'est toujours plus compliqué dans une petite unité parce que, évidemment, c'est compliqué de le présenter parce que les référentiels sont courts dans une TPE. C'est vrai aussi que ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours de recruter dans une TPE, sauf celles qui sont en forte croissance. Donc, du coup, la question du conseil extérieur, c'est pour ça que ces webinaires-là sont très, très intéressants. La question du conseil extérieur est majeure. Et puis, il y a un certain nombre d'outils dont vous avez parlé, Thibaut et Marie-André, et sur lesquels on s'interroge quand même beaucoup. Alors, les salaires, c'est une chose, mais il y a toutes les conditions de travail. Et on voit que les enquêtes que l'on a actuellement, c'est une vraie difficulté sur lesquelles on peut inviter ceux qui nous écoutent à se pencher, c'est qu'il y a une forte attente sur le télétravail, mais qu'on voit petit à petit que les chefs d'entreprise discutent cette question-là. Et donc, voilà, il y a un moment, il va falloir qu'on discute un peu plus sur ces questions parce qu'il faut qu'on arrive à coordonner les choses. Et puis qu'il y a effectivement à côté du travail, des demandes. Aujourd'hui, on a changé. Je crois que c'est le mot de conclusion, c'est qu'on a changé. On était sur un marché depuis 40 ans de pénurie d'emploi. On avait des codes pour une pénurie d'emploi. Et depuis peu de temps, depuis la sortie de Covid, on est sur une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, il faut renouveler complètement nos codes. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que la CPME, à la fois dans son aspect macro au niveau national, essaie de bousculer les choses, mais aussi vous apporter des conseils au niveau micro, de façon à ce que vous soyez performant aussi dans vos recrutements, dans cet environnement qui a changé du tout au tout. Je vous souhaite de bons recrutements, de bonnes affaires et une bonne journée. Et merci encore à Indeed et à l'APEC pour leur collaboration sur cette expérience. À très bientôt. Merci à la CME Merci pour la beaucoup. présentation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.